ce qu'on ne dit pas assez autour de ça. La première des choses, c'est que nous sommes tous concernés. Nous sommes tous des usagers. Si on ne parle que de produits, mais aussi d'objets addictifs, au risque addictif, nous sommes tous des usagers. Donc il n'y a pas certains qui seraient vulnérables, enfin qui seraient plus exposés, et d'autres pas du tout. Nous sommes tous concernés par cette question-là. D'ailleurs, dans nos vies, nous sommes tous concernés, et plus particulièrement à un certain moment. Première question, c'est est-ce que vous savez, parce que c'est une connaissance, hein, quelle est la substance qui est sur le marché aujourd'hui qui est la plus addictive? Ah ben, le tabac, très très bonne réponse, bravo. Je pensais que non, mais c'est clair, nous avons tous les éléments scientifiques pour savoir que le tabac est la substance qui est la plus addictive, juste devant l'héroïne, je partage cet après-midi. Et bon, très bien, merci pour cette réponse. Deuxième question, quelles sont les personnes, que les personnes qui sont dans ce cas-là, lever la main, quelles sont les personnes qui ont consommé ou consomment encore du tabac? Bon, quand je vous dis qu'on est tous usagers, c'est pas loin. Très très bien, bravo, merci. Alors parmi ceux qui viennent de lever la main, quels sont ceux qui considèrent qu'ils ont maintenant arrêté de consommer du tabac? Arrêté. Il y en a moins, mais il y en a quand même pas mal. Pratiquement la moitié, je sais plus, 4, je crois, 4 ou 5. D'abord, merci à vous, parce que sans vous, on ne serait rien, les professionnels de la psychologie. Deuxième constat, c'est que on voit bien que par rapport au produit et à l'addiction qui est la plus sévère, c'est-à-dire le tabac, eh bien, la grande majorité des personnes qui s'arrêtent le font par eux-mêmes, sans intervention spécialisée particulière, et puis une grande partie de ceux qui consomment parviennent à arrêter. Alors on peut faire mieux, hein, on peut aussi aller plus vite, moins consommer de tabac, c'est pas ça que je veux pas dire pour dire que tout va bien, mais c'est en tout cas très clair sur ses capacités d'auto-changement. Vous parlez surtout aujourd'hui de ce qui est cyber-relationnel et de jeux en ligne. Je ne peux pas vous parler de sexe, malheureusement, alors que j'adore ça. Voilà. Alors, la première diapo, j'ai appelé Media Social Revolution. Ça pourrait être le titre d'une chanson de hard rock. Vous voyez? Mais c'est une réalité. C'est que Facebook, et le docteur Pomeroy l'a dit, Facebook c'est le premier réseau social, plus d'1 milliard d'utilisateurs. C'est extrêmement différent des autres réseaux sociaux. Il y a des réseaux qui ont essayé d'atteindre Facebook, ils n'y sont pas arrivés. Les deux en tête de liste, c'est Facebook et il y a Twitter derrière, mais qui est extrêmement différent. Et en fait, cette révolution média sociale, c'est se construire une cyber-identité. C'est ça la base de je vais sur Facebook, je me fais une cyber-identité, et justement, on a étudié, nous, la population qui est à risque. Et la population à risque d'addiction, c'est quoi? C'est je lutte contre mon stress ambulant, j'échappe à mes problèmes personnels quand je me connecte. Ça, je parle des gens qui sont vulnérables aux réseaux sociaux. D'accord? Et on a retrouvé des caractéristiques cliniques à ces personnes. C'est-à-dire que c'est des personnes plus anxieuses, elles sont insécures socialement, elles ne sont pas stables socialement au niveau sécurité personnelle, elles ont une estime d'eux-mêmes qui est faible, et on retrouve 3 autres critères qui sont intéressants, parce que ces critères vont à l'opposé de ce que je viens de dire, sont plutôt les personnes extraverties, narcissiques et impulsives. Et enfin, Facebook, c'est le contact social idéal pour lutter contre un phénomène de solitude. Et on voit vraiment que plus les gens ont ces critères cliniques, plus ils sont addicts. D'accord? La deuxième question, c'est avez-vous un besoin irrésistible de vous connecter de plus en plus sur Facebook? Moi, je me suis aperçu que oui.
Utilisez-vous Facebook dans le but d'oublier vos problèmes personnels? Donc ça, c'est les 3 premières questions. Les 3 questions suivantes. Avez-vous déjà essayé de réduire votre usage de Facebook sans succès? On voit souvent, on a étudié la population sur Facebook, souvent des gens postent des statuts en disant « Je vais me déconnecter de Facebook, vous ne me verrez plus ». Et 2 heures après, c'est « Mon chien s'est paumé dans les rues de ma ville ». Enfin, on voit des statuts n'importe quoi. On peut voir tout n'importe quoi. Question suivante, devenez-vous perturbé ou agité ou anxieux si l'on vous interdit l'accès à Facebook? Alors ça, c'est plutôt une question destinée à une population plus jeune. Et utilisez-vous tellement Facebook que ça a un impact négatif sur votre travail ou sur votre scolarité? Ce questionnaire est validé en langue française et est utilisé maintenant dans les consultations. Et il devrait être utilisé dans le champ des personnes qui s'occupent de gens qui ont des problèmes avec les addictions. Scolaire, j'entends. À titre indicatif, ils sont 27 heures au collège. Donc l'intérêt de cette étude, c'est que, et on voit bien que c'est 50% dans le réel, 50% dans le virtuel, connecté, pour 30% de l'échantillon. C'est quand même beaucoup. Alors il ne faut pas dramatiser, il faut toujours aussi voir le verre de l'autre côté en disant qu'il y en a 70% qui sont pas, ou en tout cas dans des consommations problématiques, sauf si on regarde ce que c'est que ce moins de 20 heures, et si on essaie d'aller un petit peu plus loin dans les résultats. Et puis bien sûr, dans les vacances scolaires, c'est 25% 40 heures et plus, avec des pointes à 60 heures. Donc c'est normal, on leur avait volé 30 heures. C'est une question qui date depuis bien longtemps, puisque l'image qu'on a de soi, on a toujours essayé de la mesurer, c'est ce qui nous différencie de l'animal, comme il a été dit tout à l'heure. Cette estime de soi, elle est très importante, sauf qu'avant, des miroirs, il y en avait très peu. Des miroirs, mais c'était quoi? C'était le reflet dans la mare qu'on avait de soi-même, parce que c'était un objet de luxe, le miroir. C'était un bout de verre mal poli, c'était quelque chose de très très flou. On n'avait pas géré son estime de soi normale, classique, le regard des autres, et puis son estime de soi via son identité numérique, son image numérique. Alors, 3 points dans mon intervention. Cette nouvelle économie de l'estime de soi, elle nous emmène où? Et puis, est-ce que finalement, on n'aurait pas intérêt à se construire quelque chose de artificiel, mais qui est quand même une partie de soi-même, un avatar qui va bosser pour vous et qui va prendre place dans ce dispositif numérique, comme le font les jeunes avec beaucoup d'aisance, comme on l'a vu. Et puis enfin, le problème, c'est que pour se valoriser, quand on doit se comparer aux autres, on se retrouve au final dans un immense supermarché numérique. Et les jeunes se retrouvent en comparaison perpétuelle avec les autres. Mais pour exister, il va falloir faire plus que le voisin. Pour être vu dans l'audimat numérique, il va falloir en mettre un petit peu plus. Et c'est là que justement, on bascule dans les autres ateliers, le trash, l'excès, etc. Parce que pour exister sur cette toile, il va falloir en donner toujours plus. Ce que vous disiez, une machine, à croire votre téléphone ou votre appareil photo numérique quand vous appuyez sur la corbeille et qu'il vous dit « toutes les photos ont été définitivement supprimées ». C'est faux. Il n'y a strictement rien d'effacé sur votre cartouche. N'importe quel informaticien de base prend la cartouche et ressort toutes les photos si vous n'avez rien fait depuis. Donc il faut arrêter de prendre pour argent comptant ce que les choses du numérique vous disent, puisque c'est la question. Je ne suis pas là pour faire de la pub pour certains lieux, certaines associations. Il y a quand même, je ne marche pas à l'éducation nationale, mais je veux simplement dire que le volet numérique de la loi de 2013, de cet été, est quand même assez consistant, et c'est vrai que c'est peut-être un peu long à se mettre en place, mais il prévoit une éducation aux médias, et j'oserais dire intelligente, qui ne soit pas seulement, attention, regardez comme c'est vilain ce qu'on montre. Bon, ça c'est un point. Il y a effectivement, pour l'instant, l'éducation au numérique, elle est très dispersée. C'est une des raisons pour lesquelles on avait proposé qu'il y ait cette plateforme d'échange et de coordination.
c'est très dispersé. Il y a des associations de grosses associations d'éducation populaire, il y a des associations familiales qui mettent ça en place. Il y a actuellement une réflexion sur ce point au ministère de la Famille. Madame Bertinotti travaille sur la parentalité numérique.